Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le président Rouhani débarque en France. L'opinion, l'Iran, un nouvel ami très courtisé avec le dessin de CAQ, le président Hollande saluant le président Rouhani. Bon, je vous préviens, les militants des droits de l'homme sont pendus à nos lèvres. Et Rouhani qui répond, pendu, vraiment ? Chez nous aussi. Libération, mollo sur le mollah. Ben oui, on ne va pas le fâcher non plus parce qu'on a besoin d'investir, même si les 9 milliards d'amendes infligées à BNP Paribas pour violation de l'embargo nous rappellent que rien ne se fera sans accord américain. Et puis le canard enchaîné, donc. Accident de Brétigny, la SNCF a voulu tromper les juges avec ses conseils donnés aux agents qui venaient témoigner devant la justice, les mots mieux choisis, les sujets à ne pas évoquer, parce qu'il ne faut pas fâcher. Enfin, le Parisien nous révèle les derniers échanges entre Andreas Lubitz et ses médecins. Crash de la Germanwings, les derniers secrets du pilote. On parle de Schengen ce matin dans la presse. Oui, ça c'est la une du Monde ce matin. Schengen, les Européens veulent exclure la Grèce pour 2 ans. L'Europe cherche des coupables. Du côté grec, on réagit à l'éventualité d'une mesure d'isolement qui rétablirait des contrôles à la frontière avec la Macédoine. Comment sécuriser une frontière maritime, demande un ministre grec, en repoussant les bateaux, ce qui est illégal, en noyant tout le monde ? Face au flux continu, Schengen se fissure. Et pendant ce temps, Libération nous dresse le portrait d'un homme sur l'île de Lesbos. Alékos Karagiorgis est croque-mort. Il évoque ses innombrables enfants, ces tombes anonymes dont il a la charge. Les faux gilets de sauvetage fabriqués en Turquie par des trafiquants qui ne leur ont laissé aucune chance. Frappé par l'austérité, le pays n'a même pas de quoi le dédommager pour ses services. Et le journal nous décrit l'impuissance résignée du dernier compagnon des petits fantômes de Lesbos. Salafiste, c'est un état d'esprit, une façon d'être, c'est aussi le nom d'un film. Oui, le Figaro y consacre sa une, Salafiste, le film qui fait scandale. Et en fait, le débat est partout ce matin et c'est un débat extrêmement complexe mais crucial. Le Monde décrit son malaise devant un film qui présente sans aucun commentaire les images de propagande et les discours délirants des salafistes. Le ministère de la Culture doit-il interdire le film aux moins de 18 ans ? La liberté d'expression n'autorise pas les appels au meurtre et à la terreur, s'insurge Yves Tréhard dans le Figaro. Espérons que le gouvernement se montre aussi déterminé qu'il l'avait été contre Dieudonné et moins passif que Najat Vallaud-Belkacem, qui n'a pas osé quitter le plateau d'une émission où un islamiste déversait son venin. Bah oui, sauf que l'évocation à Dieudonné est problématique. On s'interroge sur la liberté du journaliste face à ses sources, en l'occurrence une source qui ne laisse aucune liberté justement, sur la puissance de fascination des images qui certes révulsent un esprit normal mais qui peuvent exercer un pouvoir sur des jeunes gens fragiles. Risquer sa vie pour saisir la cruauté des djihadistes du Mali peut-il justifier qu'on la livre dans toute sa brutalité ? Se demande Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Il évoque le film Timbuktu et s'interroge. La vraie fiction serait-elle plus forte qu'une réalité nécessairement négociée, achetée par des silences à ceux dont elle devrait dénoncer les crimes ? On en vient à la grande détresse des paysans. Oui, parce qu'il y a la colère des taxis, celle des enseignants, mais le Parisien regarde vers les campagnes. Les suicides, le tabou de la crise des éleveurs. Dans les petits villages du Morbihan, on évoque qu'avec réticence ces drames familiaux de plus en plus fréquents, loin des villes, loin des médias. La solitude, la fierté aussi, la pudeur qui empêche d'appeler à l'aide. Dans les Échos, un article nous raconte comment les éleveurs bretons payent une politique d'industrialisation, de choix du bas de gamme qui a fourvoyé les agriculteurs. Mais l'article nous donne aussi la porte de sortie. Des élevages bio, de qualité, à haute valeur ajoutée, ça marche. La démographie, tout ça est lié forcément ? Mais oui, c'est très lié en fait. On trouve aujourd'hui dans Télérama et dans Charlie Hebdo 2 articles qui s'agacent du traitement de l'information sur les dernières statistiques démographiques. Et en fait, il y a un peu de quoi. Dans Charlie, Fabrice Nicolino dénonce les arguments du Monde qui titrait il y a quelques jours sur une baisse conjoncturelle de l'espérance de vie due à une épidémie de grippe un peu plus virulente que d'habitude. Fabrice Nicolino rappelle que l'espérance de vie en bonne santé baisse depuis plusieurs années déjà, que les cancers sont passés de 170 000 cas en 1980 à 355 000 en 2012, sans oublier l'obésité, les diabètes, et puis la production mondiale de produits chimiques qui est passée de 1 million de tonnes en 1930 à plus de 500 millions aujourd'hui. Alors il note que ceux qui meurent aujourd'hui à 90 ans ou plus n'ont pas connu au moment où se formait leur organisme et leur système nerveux les pollutions de l'air, de l'eau, des fruits, des légumes, du pain, du fromage, du vin. L'espérance de vie mesurée aujourd'hui, eh bien c'est la leur, mais c'est pas la nôtre. La belle vie ? Mais oui, la belle vie, comme dirait Sacha Distel. Quand même, il faut se faire plaisir. Ouais. Et ben, je vous offre un petit tour au Ritz.
Enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il nous reste l'Express, qui dresse le portrait d'un établissement totalement mythique, maudit parfois aussi, où se sont retrouvés les écrivains et les têtes couronnées, Marcel Proust, Colette, Jean Cocteau, et puis Scott Fitzgerald qui y invente le coup de l'orchidée. Vous savez ce que c'est ? Non. Une technique de séduction qui est restée dans les annales. Un soir, l'écrivain a avalé un par un les pétales du bouquet d'orchidées que lui avait renvoyé une jeune femme. Et bien ça a marché. Finalement, elle a été séduite. Et puis, c'est Scott Fitzgerald qui a fait découvrir l'hôtel à un jeune pigiste, Ernest Hemingway. Du coup, le 25 août 1944, Hemingway entre fusil mitrailleur au poing avec son petit groupe de résistants. « Je suis venu libérer le Ritz !»« Bien sûr, monsieur Hemingway, mais veuillez laisser votre arme devant la porte », lui a répondu le directeur, à qui il a commandé immédiatement une 50aine de martinis. Voilà. Alors les nostalgiques trouveront que les drames contemporains, si beaux soient-ils, ont moins d'élégance. On termine avec une autre figure. Oui, qui aurait pu choisir Cocteau, Hemingway, mais il a préféré Racine, histoire de taper un tout petit peu plus haut. Le Parisien nous raconte la sortie de Nicolas Sarkozy, qui décidément aime jouer les revenants magnifiques. Jean Racine a été très perturbé par les critiques quand il a sorti Phèdre. Les critiques sont oubliées, Racine, non. Oui, je vous jure, quand même, il a osé. Vous vous souvenez, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. Ça vaut, j'ai changé, ou casse-toi pauvre con. Bon, ne riez pas, là, dans 3 siècles, les critiques littéraires comprendront enfin la profondeur stylistique de l'œuvre sarkozienne. Pour ce qui est des électeurs, visiblement, ça leur prend moins de temps. Voilà. Et puis à ce sujet, on a un auditeur fidèle qui s'appelle Guillaume Tessé qui tweet, qui mélange souvent des visages. Donc il a entendu cette info et il a croisé le visage de Nicolas Sarkozy et de Racine. C'est très très drôle, c'est très très réussi. On va le retweeter d'ailleurs avec le hashtag un matin et le mettre sur le site europe1.fr. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha.